Jean-François Prado est philosophe, professeur à Lyon 3, l'université Lyon 3. Il habite Montpellier aussi, donc il connaît très bien la France, comme nous au point. Et il est traducteur de philosophie grecque et commentateur notamment de beaucoup de philosophes grecs, et notamment d'un passage des lois, et c'est ce qui va nous... la conférence qu'il va nous donner, enfin en tout cas le propos qu'il va nous proposer aujourd'hui sur un passage des lois, je crois, qui souligne que le vin désinhibe et socialise. Donc c'est une bonne chose. Exactement. Merci. À vous. Merci. Je suis ravi de vous parler de philosophie à l'heure de l'apéritif. Et ce que je vais vous dire de Platon recoupe en réalité certains des arguments qui ont été entendus là. Je vais essayer de vous faire lire à l'heure de l'apéritif une page de Platon qui devrait apparaître à ma place. Voilà, c'est pas trop long. On trouve un paradoxe apparent dans Platon relatif au vin qui ressemble donc à ce qui vient d'être rappelé là. Le vin est à la fois quelque chose de dangereux et une condition du lien social et une condition même de la vertu selon Platon. Dans les lois, il y a deux grands textes politiques de Platon qui sont la République et les lois, et aussi bien dans la République que dans les lois, Platon propose une critique radicale du régime démocratique qui n'a pas ses faveurs et auquel il oppose un gouvernement aristocratique de la cité par les meilleurs, c'est-à-dire par les philosophes. Et dans sa critique de la démocratie, Platon identifie le régime démocratique et le comportement des citoyens en démocratie à une forme d'ébriété généralisée. Et il dit, c'est comme dans les banquets, les hommes sont pris d'ivresse et parlent tous à tort et à travers sans s'écouter les uns les autres, persuadés qu'ils ont sur eux-mêmes et sur la communauté des buveurs une forme d'emprise et une forme de souveraineté. Ils sont persuadés quand ils sont en état d'ivresse à la fin du banquet qu'ils sont maîtres de leur existence. Et c'est exactement cet état d'ébriété à la fin des banquets, selon Platon, l'état des citoyens en démocratie. Tout le monde parle à tort et à travers, tout le monde est persuadé d'avoir une opinion intéressante, et surtout tout le monde est persuadé d'être maître de son existence au moment où précisément on en est le moins maître. Et donc cette comparaison avec l'ébriété de fin de banquet, Platon la poursuit en disant, finalement, dans le régime démocratique, cette espèce de liberté illusoire, elle est comme le vin pur. Or, il faudrait le modérer et on ne peut pas boire de vin pur. À l'époque, vous le savez sans doute, le vin devait être dilué pour être consommé. Autrement, c'était une sorte de mélasse extrêmement alcoolisée. Donc, il faut le couper à l'eau avant de le boire. Et cette métaphore-là, elle vaut pour le régime démocratique. Il faudrait que les citoyens soient plus en état d'ébriété. Il faudrait donc d'une certaine manière, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, se passer du vin. Et il faudrait, quoi qu'il en soit, mettre de l'eau dans son vin, dans tous les sens du terme, pour obtenir un régime politique supportable. C'est ce que dit Socrate dans l'extrait de la République que vous avez là. Donc plus que tout autre, le gardien doit éviter de s'enivrer, de crainte de ne plus savoir où il se trouve. Et dans le régime démocratique, les citoyens ne savent plus où ils se trouvent, parce qu'ils se croient maîtres d'eux-mêmes de leur existence, etc. Alors, pour autant, faut-il, c'est le paradoxe, faut-il se passer du vin? Eh bien non, absolument pas, dit Platon, parce qu'il a un usage social, ce que disait M. Simon tout à l'heure, il a un usage social, il est absolument nécessaire. Alors pourquoi? Un petit rappel à caractère historique. Quand Platon parle des banquets, c'est une institution athénienne, le banquet, à l'occasion duquel on boit du vin. Et c'est une institution dont Platon va proposer à la fois une critique et puis une forme de réhabilitation. Alors le banquet se déroule entre pairs, entre citoyens. Il rassemble les gens qui dînent d'abord et qui ensuite vont se mettre à boire et vont boire au fur et à mesure. Enfin, ça peut durer toute la nuit jusqu'au matin et généralement ça se termine par de l'ivresse. Ce qu'on rend pudiquement par banquet, en grec, symposion, ça veut dire très littéralement beuverie en commun. Et cette beuverie en commun, elle est socialement instituée à Athènes. Donc on dîne sans nécessairement boire de vin au moment du repas. Ensuite, les tables sont nettoyées. C'est, comme vous le savez, parce qu'on a des illustrations de ça, les gens sont allongés sur des banquettes.
Les citoyens, les hommes, sont allongés sur des banquettes et ensuite ils vont boire en faisant des libations. Donc on boit en l'honneur de la cité, on boit en l'honneur des dieux. On commence évidemment par Dionysos, le dieu du vin, et puis toute la nuit durant, on va prononcer des discours en même temps que l'on boit. Et tout ça s'achève au petit matin dans des conditions parfois déplorables. Donc on rend hommage aux dieux en buvant le vin, c'est absolument lié, et on rend hommage à la cité. Donc vous avez là, avec les banquets qui peuvent être organisés en privé, mais qui sont très souvent organisés en public par les citoyens, vous avez là évidemment un médium de socialité qui est en plus placé dans une relation particulière au divin. Et Platon dit, cette institution des banquets, elle est déplorable parce que, en fait, c'est l'occasion de beuveries qui n'en finissent plus, et les citoyens ont donc un comportement de type démocratique lamentable. Pour autant, il ne jette pas le vin avec l'eau du banquet, puisqu'il va dire, dans les lois, ce que vous voyez apparaître là dans ce deuxième texte un peu plus long, mais alors, comment est-ce qu'on encouragera à montrer de l'ardeur pour le chant? Et là, Platon développe un argument assez intéressant, et il dit, pour qu'une cité soit vertueuse, il faut que les citoyens prennent l'habitude de se réunir et de partager entre eux des émotions. Parce que le début à la fois de la vertu, le début de la socialité, c'est de partager ensemble des émotions, c'est d'éprouver la même chose en même temps. Le meilleur moyen de le faire, c'est d'obtenir que les citoyens très régulièrement chantent et dansent ensemble pour célébrer les dieux, pour célébrer la cité, pour célébrer le plaisir d'être concitoyens d'une même cité. Et ces chants et ces danses en commun sont le chemin vers la vertu commune de la cité aristocratique que Platon veut fonder. Problème, comment est-ce que vous conduisez, je pensais à ces messieurs quinquagénaires de tout à l'heure, comment est-ce que vous conduisez des messieurs qui sont d'âge mûr et des citoyens en règle générale à danser, à chanter ensemble, ce qu'ils ne feront pas parce qu'ils seront inhibés, qu'ils n'oseront pas? Réponse, le vin. Il va falloir, et c'est ce qui explique notamment l'extrait que vous avez au-dessus de ma tête, il va falloir conduire les citoyens à boire suffisamment pour les désinhiber et pour leur permettre de chanter les uns devant les autres et de danser ensemble. Ce qui sera le chemin vers le lien le plus efficace qui soit, et donc le lien vers la vertu. Donc, ce qui est intéressant avec le vin, et c'est simplement ça que je voulais vous dire aujourd'hui, dans Platon, c'est qu'on a, et c'est ce qui était évoqué aussi bien tout à l'heure, on a avec ce produit quelque chose, ça ressemble un peu à la tirade sur le tabac de Sganarelle au début du Donjon de Molière, si vous avez ça en tête, où Sganarelle dit le tabac c'est merveilleux, alors il ne parle pas de lien social, mais il dit que c'est quelque chose qui passe de main en main, que c'est un plaisir que tout le monde partage. C'est exactement le statut du vin dans l'œuvre de Platon. C'est à la fois quelque chose de dangereux parce qu'il y a le risque, il y a l'ébriété et il y a donc la démocratie au bout, mais c'est aussi un lien social absolument nécessaire parce que c'est le produit, et c'est le seul dans ce cas-là, qui va mettre les citoyens en situation de se lier de manière affective ensemble en les désinhibant. Et le lien affectif, si vous voulez, c'est ça qui est frappant, ne vient pas de la relation amicale. Platon ne dit pas que les citoyens vont avoir spontanément une forme d'affection les uns pour les autres qui leur permettra de chanter ensemble. Non, non, il faut quelque chose, il faut ce produit, cet artefact qui va être la condition du coup du lien social, et c'est le vin. Alors, c'est pas inintéressant que tout ça ait été écrit il y a à peu près 24 siècles, parce que c'est ce que vous redisiez tout à l'heure d'une certaine façon. Voilà pour le texte. Daniel Berger, une petite précision, s'il vous plaît. Sait-on ce qu'était le vin il y a 24 siècles? Uniquement à travers les textes. Et simplement, on sait que ça se... Enfin, vous voulez dire dans les usages ou dans sa fabrication Les deux. Il y a des vignes, on fait du vin, on sait qu'il se conserve, et il se conserve en étant manifestement concentré, puisqu'il faut le diluer pour le boire. Il ne se boit pas pur. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et après les usages, oui, on sait que le vin est de consommation courante, qu'il y en a dans les maisons, et donc on en boit au moment du repas. Voilà ce qu'on sait. Et on sait qu'on en boit dans un repas matinal qui est vers 10h, et qu'on en boit aussi le soir. Voilà. Et après, il y a l'institution particulière du banquet, où là, on ne boit que du vin, et tout ça est très codifié. Ce n'était pas plutôt un peu de l'hydromel, du vin avec du miel ou du sucre? Non, alors,
non, quand vous le consommez, non, c'est du vin au départ, mais quand vous le consommez, ensuite, vous ajoutez des choses. Donc là, on ajoute des choses, on mange des biscuits avec et on ajoute des épices dessus. Je pense que c'était pas très bon, pur, que de toute façon, il devait être adapté. Oui, simplement, très intéressant, et ce que vous avez dit, c'est parfait, mais on a maintenant des analyses au fond des amphores. Bon, je ne parle pas mais par exemple, c'est Patrick McGovern pour des vins encore plus anciens, mais par exemple, à l'Université de Bourgogne, il y a des biochimistes qui reçoivent des spécimens d'amphores, y compris de ces 24 siècles, et qui analysent. Alors, ça ne nous dit pas comment était vraiment le vin, mais on a fait de gros progrès dans le domaine de la connaissance du vin. Si vous voulez, le problème, c'est surtout la conservation. Donc on a surtout les ingrédients qu'on trouve en plus dans le vin quand on les analyse aujourd'hui sont plus... alors il y avait des aromatisations, mais ces aromatisations, elles étaient peut-être là aussi pour cacher un peu les mauvais goûts qu'ils pouvaient avoir, parce qu'on n'avait pas d'éléments de conservation. On a tout essayé, on a ajouté de la poix, on a ajouté de la résine. C'est surtout, le problème était surtout de conserver et de transporter le vin. Y a-t-il d'autres questions, peut-être en voyage dans le temps? Notre ami neurobiologiste. Bonjour, Gabriel Lepouzet, Institut Pasteur. J'avais une question d'éducation sensorielle un peu. On avait vu ce beau texte ici qui résumait bien un peu l'ontologie du buveur de vin. J'avais lu quelque part, et je parle sous votre gouverne, que Platon disait aussi, au moment où on commence à apprécier l'amer, le goût amer, c'est qu'on devient adulte. C'est qu'on devient adulte. Oui. Est-ce que je ne suis pas sûr que ce soit exactement Platon, mais je suis quasiment sûr que c'est un philosophe grec. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel Platon a un peu écrit, sur comment, au moment où on commence à apprécier le vin, on passe une étape un petit peu, un peu comme dans un cercle, comme dans l'initiation, un peu comme chez Pythagore, par exemple. Ouais. Ce qui est frappant, c'est que c'est ce qui vient d'être rappelé, c'est que manifestement le goût n'est pas bon. Parce qu'à chaque fois que vous avez des textes anciens, c'est très rare qu'on dise que c'est une boisson agréable à boire. Et chez Platon, la question c'est toujours celle des effets et de l'usage social. Donc les effets, c'est comme si le vin ne concernait pas le corps, parce que ce qu'il dit tout de suite, c'est que ça assouplit l'âme, ça rend l'âme plastique et que du coup elle devient malléable à certaines choses. Alors tout l'enjeu, c'est de la rendre malléable à ce que Platon estime bien, donc là, être en phase et en union avec ses concitoyens, et puis elle devient malléable à l'excès dans l'ivresse et dans l'ivresse démocratique. Mais il parle en termes d'effet. Jamais vous avez, en tout cas dans Platon, et c'est très rare dans les textes anciens, des textes qui disent que c'est bon gustativement ou olfactivement. C'est manifestement pas bon le vin. Raison pour laquelle on l'accommode. Et cette notion d'amertume, il faut la décliner en fonction des pays, de la culture, etc. Jean-Didier Vincent, le grand neurologue, explique que si on prend un bébé dans le sud où le goût de l'ail fait partie de l'acquis et qu'on lui passe de l'ail sur les lèvres, il va pas pleurer, alors que celui à qui on fera ça dans le Nord, j'ai jamais essayé, va sans doute pas du tout apprécier, alors qu'il appréciera plus l'amertume. C'est le grand débat qu'on a, par exemple, avec nos amis américains. On a beaucoup parlé de Robert Parker, le gourou des vins américains. Denis Dubourdieu, le professeur d'œnologie à Bordeaux, dit Parker, dans sa famille, on buvait du lait. On buvait du lait. Donc la notion d'amertume, il l'a pas, quoi. Il a découvert le vin assez tard. Et il y a un certain nombre de pays où l'amertume, c'est quelque chose qu'on rejette. De même, nous, dans le vin, on va apprécier la bonne amertume et la mauvaise amertume. Si on prend un champagne, par exemple, on va apprécier qu'un champagne ait une petite amertume pamplemousse en fin de bouche, qui va nous donner envie peut-être d'en reprendre ou qui va nous ouvrir l'appétit, alors que si l'amertume vire à l'endive ou à quelque chose de beaucoup plus amer, on va le rejeter.
la notion d'amertume, c'est effectivement, ce que vous dites est juste. C'est la définition de l'âge adulte. L'enfant a plus de difficultés avec l'amertume et il commence à l'apprécier plus tard. Essayer de faire manger des endives à des petits, c'est toujours quand même un truc un peu compliqué, alors que plus tard, ils vont aimer ça. C'est pas faux, mais il faut nuancer avec les cultures de chaque pays. Il y a des pays qui sont plus tournés vers le goût sucré, lacté, etc. Voilà, c'est le grand débat qu'on a, par exemple, nous, en dégustation entre nos amis américains et nous, quoi. Ils ont un peu même l'effet Parker a eu en France une certaine influence, notamment avec des vins qu'on peut trouver dans le Bordelais ou ailleurs, un peu plus sucrés, avec des goûts de noix de coco, un boisé un peu plus envahissant. C'est des vins qui sont, on appelle ça au goût un peu plus international. Mais ça ne veut pas dire que les Américains sont des grands enfants. Mon cher Jacques, si tu peux passer le micro à ton ami Jean-Robert Pitt, là, qui voudrait intervenir. Non, je ne piaffe pas. Hein. Non, je voudrais revenir sur la question de l'amertume que Jacques vient d'évoquer, qui est une vraie question de géographie et d'histoire en même temps. Je pense que toute l'Europe, au Moyen-Âge, aimait l'amertume et consommait de l'amertume avec plaisir, et que la nouvelle cuisine inventée sous le règne de Louis XIV à Versailles, à Paris, et qui s'est propagée ensuite dans la haute société française par l'aristocratie, puis après par la bourgeoisie, a évacué cette saveur amère. Si vous regardez, bon, je sais pas, prenez une bouchée à la reine, par exemple, qui est un plat typiquement du XVIIIe siècle inventé dans la haute cuisine de cour, il n'y a pas d'amertume du tout. Mais prenez dans les cuisines de nos voisins, par exemple en Belgique ou aux Pays-Bas, vous prenez une anguille au vert. En Angleterre, vous prenez une mint sauce ou une Worcester sauce. En Italie, où l'amertume est partout, c'est une valeur très très positive. Nous l'avons évacuée pour justement distinguer le goût français du goût barbare, entre guillemets, hérité du Moyen-Âge. Et en matière de vin, c'est la même chose. Les Français ont beaucoup de mal à boire du vin jaune. 80% des vins de Franche-Comté sont bu par les Francs-Comtois, qui sont en fait des nouveaux Français, puisqu'ils ne sont rentrés dans le royaume de France qu'au moment du règne de Louis XIV, et qu'ils ont gardé des particularismes très forts dans leur façon de s'alimenter, comme les Alsaciens. Et c'est tout à fait passionnant de voir justement les périphéries françaises. À Nice, par exemple, on aime les artichauts amers. À Paris, vous ne faites pas manger un artichaut amer, un artichaut cru à un Parisien, sauf ceux qui ont voyagé, qui ont pris des habitudes à l'étranger. Et en matière de vin, regardez comme les Anglais aiment les madères secs, qui sont très amers, le rancio de Jerez, et le sherry sec, et les Français n'aiment pas ce goût-là. J'ai un ami à Banyuls qui fait du rancio magnifique, il ne peut pas le vendre, ça n'intéresse personne, alors que c'est un vin avec le fromage qui est absolument exceptionnel. Mais ce goût, on peut faire en Italie un repas tout en amer, du début jusqu'à la fin, en terminant par un vieux parmesan, et trouver les vins qui vont avec. Et le mélange amer, enfin des 4 saveurs, plus l'umami, mais enfin les salés, sucrés, amers et acides, eh bien nous l'avons appauvri en France, hélas. Gérard Desportes. Voilà. Moi, pour continuer de faire le pont entre les âges, il y a quelque chose qui m'a intrigué dans le texte que vous nous avez donné à lire, c'est l'âge de 18 ans. C'est-à-dire que on dit qu'il ne faut pas boire de vin avant 18 ans. Et alors que, évidemment, l'espérance de vie n'est pas la même, j'imagine que les usages sociaux n'étaient pas les mêmes à l'époque à Athènes. D'où vient d'où vient ce chiffre de 18 ans? Ça reste, même si la durée de vie était bien moindre, ça reste l'âge adulte, l'âge de l'éphébie. Donc c'est l'âge où on devient citoyen, 18 ans. Et c'est l'âge où on part faire un service militaire qui va durer des années et des années. Ce qui est frappant aussi dans le texte, c'est qu'il dit qu'il n'est pas question de boire avant d'avoir atteint l'âge mûr. Donc pas de vin avant 40 ans. Donc pas d'usage quotidien du vin, c'est assez restrictif. Mais en revanche, ça devient une condition. C'est obligatoire de boire à partir de 40 ans. Enfin, dans ces conditions un peu surveillées. Mais 18 ans, c'est l'âge adulte en Grèce. Et donc c'est obligatoire, après 40 ans. Selon Platon, dans la cité idéale. Jean-François, tout à l'heure, vous avez dit que l'usage du vin, enfin la consommation de vin a été codifiée au moment des banquets. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de détails là-dessus? C'est-à-dire codifié de quelle manière? On ne boit pas pendant qu'on mange, donc il y a le repas.
Le banquet est une institution, c'est-à-dire ça doit se pratiquer entre citoyens égaux, donc à l'exclusion des femmes qui ne sont pas citoyens, à l'exclusion des esclaves et des étrangers. On mange et ensuite on nettoie, on libère le lieu de tout ce qui est nourriture et on boit en mélangeant discours, chants et vin. Donc le vin est apporté, il est dilué dans un cratère, donc dans un vase qui est placé au milieu des convives, à l'eau. On y ajoute éventuellement des épices et à ce moment-là, à tour de rôle, tous les convives boivent, prononcent un discours, une prière ou un chant. On commence par Dionysos et puis ça se poursuit comme ça. D'accord, c'est systématique ça. Ah oui, oui, et ça dure jusqu'au petit matin et généralement tout le monde finit dans un piteux état. Il y a c'est Platon encore qui a écrit un dialogue qui s'appelle Le Banquet, qui décrit précisément un banquet ou qui rassemble des stars du milieu artistique de l'époque. Donc on est dans notre débat. Il y a Aristophane qui est là, qui est donc le grand auteur comique, qui vient de gagner un prix. On est dans les Dionysies, donc dans le grand festival de théâtre athénien, et ils vont faire des discours toute la nuit sur Eros, en buvant. Et à la fin du banquet, Platon écrit, à ce moment-là, plus personne n'était debout, ce qui veut dire que tout le monde était sous, parce qu'ils sont allongés de toute façon. Donc ils se lèvent éventuellement pour prononcer leur discours, et Socrate, lui, qui a bu, est le seul à rester debout. Il se lève et Platon nous dit et il part pour aller passer sa journée comme si de rien n'était, alors qu'il est acquis que les autres auront beaucoup plus de mal à se relever. Mais ça, c'est une institution. Une question là de monsieur. Oui, Éric Beau. Je voulais simplement rappeler que le vin du partage est bien antérieur aux Grecs. Et on en a un témoignage absolument extraordinaire au British Museum, où on voit une mosaïque qui vient du royaume d'Ur. Et là, on voit le roi partager le vin avec ses plus fidèles sujets. 2500 ans avant Jésus-Christ. Oui, non, c'est vrai, et c'est une boisson qui sert au serment dans énormément de cultures. Hein. Et donc il y avait des vignes et il y avait un usage à la fois religieux et social du vin avant Platon. Bonjour, Hélène Viau, donc je suis étudiante au master spécialisé commerce international des vins et spiritueux à Dijon. Vous dites en gros, à l'époque, à la fin du banquet, vous nettoyez les tables pour boire du vin et faire place au discours. Comment vous expliquez du coup aujourd'hui qu'on ait une culture d'accord mets et vin? De où est-ce que ça vient? Alors il y a le banquet qui est particulier, donc c'est après le repas. Mais ça n'empêche pas qu'on boive du vin pendant les repas, dans le privé, à la maison, manifestement. Donc dès le repas d'avant-midi, puisqu'il y a un repas avant-midi, on boit du vin. Donc cette culture-là, elle existe. C'est simplement dans l'institution particulière qui est le banquet, l'usage du vin va avec les discours. Et donc là, c'est séparé de la consommation de nourriture. Mais le banquet, c'était pas tous les jours, parce que c'est une institution civique un peu particulière, un peu exceptionnelle. Et quand les Athéniens dînaient chez eux le soir, ils mélangeaient nourriture et vin. Mais c'est un produit qui n'est pas... Enfin, c'est ce qui a changé pour nous, c'est qu'on peut boire du vin tous les jours. C'était pas répandu comme ça dans les maisons grecques, parce que le produit était quand même un peu plus rare. Jean Rosen, vice-président de l'association Rencontre des cépages modestes, Dijonnais et Bourguignon. Je voulais simplement... ça m'a toujours surpris de voir ce rapport étroit aux périodes antiques entre le vin et le divin. C'est-à-dire que le vin est toujours très 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 proche d'une espèce comme permettant l'accession au divin. Il y a quelque chose de très très fort là-dedans. Dionysos, tout le culte de Dionysos reflète ce phénomène. Et bon, on a quand même un peu perdu de ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Ça me fait penser à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la troisième mi-temps. Mais vous avez toute une tradition religieuse qui est celle des cultes à mystère. Donc les citoyens se retrouvent dans un lieu plus ou moins secret. Ils vont prononcer des discours, chanter. Et ils ont recours à un psychotrope. Et l'un des moyens d'accès au divin depuis l'Antiquité, c'est le psychotrope.
Donc vous chantez, vous dansez. Donc dans les cultes à mystère, c'est souvent à Déméter qu'on rend hommage, aussi bien à Dionysos. Et c'était la même chose dans les festivals des Grandes Dionysies. On boit parce que ça désinhibe et parce que l'ivresse favorise une forme de transe, ce que Platon essaie précisément de modérer dans sa cité idéale. Et à la faveur de cette transe et en dansant, vous allez accueillir le Dieu. Donc dans les cultes à mystère, donc sous l'autorité d'un chef de danse, tout le monde entre en transe et il y a un moment, Déméter vient danser avec vous. Voilà. Et le psychotrope favorise la venue, l'épiphanie, la présence de la divinité.